Bienvenue pour cette nouvelle édition de votre rendez-vous Info Loisirs sur TV78, le 7-8 week-end, avec aujourd'hui la France qui se prépare à une nouvelle étape du déconfinement. Le 19 mai, le couvre-feu sera repoussé à 21h. Cinéma, lieux culturels, commerces, terrasses des restaurants vont progressivement accueillir à nouveau du public. Nous irons dans une auberge et dans un pub, justement, qui dans les Yvelines sont déjà prêts. Côté actualité, nous parlerons également de l'ombre de Michel Fourniret qui plane toujours sur les Yvelines. Le tueur en série décédé en début de semaine emporte avec lui plusieurs secrets sur des affaires en cours et plusieurs concernent le département. Et puis pour la partie loisirs de ce magazine, direction le château de Breteuil et ses visites en extérieur, mais aussi Maurepas pour un mets dessert à distance cette fois-ci. La réouverture des terrasses de café, bars, restaurants est donc confirmée pour le 19 mai. Une jauge de 50% de la capacité d'accueil a été fixée pour les plus grands établissements. Il faudra également être assis et ne pas être plus de 6 à table. Malgré ces contraintes, les professionnels semblent plutôt satisfaits. Ils s'adaptent une nouvelle fois. Reportage à Voisins-le-Bretonneux de Nicolas Dandry et Bérangère Bourgoin. Comme vous pouvez le constater, on a déjà commencé à mettre en place notre terrasse. On a la distanciation absolument partout. On a plus d'1,20 m ou 1,50 m entre chaque table. Voilà comment s'organise la terrasse de la ferme de Voisins. Comme beaucoup de restaurateurs, Romain Giquel doit jongler entre les différentes mesures sanitaires, mais il reste confiant. À partir du 19 mai, nous ouvrons la terrasse si le temps le permet. Nous allons continuer le click and collect. Et à partir du 9 juin, nous ouvrons l'intérieur du restaurant, donc midi et soir à ce moment-là. Cette période de fermeture a été mise à profit par la ferme de Voisins qui a pu étoffer sa carte et faire quelques aménagements. Ça nous a quand même permis, il faut rester positif, de faire des travaux et des améliorations dans l'établissement pour recevoir les gens à nouveau de la meilleure des façons. Du côté du bar-restaurant au Dan Paty, la préparation est en cours, même si certaines appréhensions persistent. On est déjà prêt, comme je vous ai dit, comme on est resté ouvert, tous les fournisseurs, tous les clients sont restés un petit peu au contact. Donc pour ça, c'était peut-être un peu plus facile que pour des restos qui ont dû vraiment fermer leur frigo. On a quelques encore négociations à faire au niveau de la restauration, au niveau des jauges de 50%. Malgré ces craintes, le restaurateur vous rassure. Les stocks sont déjà faits au niveau de la bière, soyez tranquille, elle est prête pour mercredi prochain s'il fait beau. Les clients devraient donc être nombreux dès mercredi sur les terrasses pour entamer cette réouverture progressive jusqu'au 30 juin avec la levée totale des restrictions sanitaires. Les lieux culturels s'apprêtent également à retrouver leur public, tout comme les enceintes sportives, les commerces. Quelle sera votre première sortie ? Nous sommes allés vous poser la question dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. On espère pouvoir partir enfin en vacances librement, tranquillement, en espérant de ne plus avoir ces masques, parce que franchement ça commence à être pesant. Dès que les restaurants y ouvrent, la première chose qu'on va faire, c'est d'y aller tout de suite, quoi. Parce que là, on en a vraiment besoin. Je commençais à réfléchir de regarder les films qui vont sortir, parce que je ne sais pas, mais je pense que l'une des premières choses, ce sera de vouloir aller au cinéma. Peut-être profiter d'une terrasse, mais voilà, ça va dépendre du temps quand même. Mercredi prochain, ça sera une journée comme les autres. J'espère juste peut-être trouver le temps d'aller me faire un cinéma, ça serait sympa. Comme j'ai un petit-fils que j'ai pas gâté depuis très très longtemps, je vais essayer de lui trouver des petits cadeaux et essayer de faire vraiment des courses. Le jour du déconfinement, je pense que je réunirai ma famille et on ira sûrement au cinéma ou faire un bowling ou une sortie en famille, quoi. Si Jean Castex l'a assuré, nous allons vers une sortie de crise. Qu'en est-il réellement de la situation sanitaire ? Que disent les indicateurs de la Covid-19 ? Où en est cette vaccination ? Interview de Marion Sinelli, la directrice de la délégation départementale Yvelines de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Des propos recueillis par Grégory Canalet. Pour le taux d'incidence au niveau régional, on est aujourd'hui à 290 cas pour 100 000 habitants avec un taux de positivité à 7%. Et pour les Yvelines, on est à un taux d'incidence à 236 cas pour 100 000 habitants et un taux de positivité à 6,9%. Et pour les taux d'occupation des lits de soins critiques en réa par les patients Covid, en Île-de-France, on est à 125,9% et dans les Yvelines, on est à 109,4%. Donc en fait, ça veut dire qu'au niveau épidémiologique, la situation continue à s'améliorer. On a bien une baisse de ces indicateurs depuis plusieurs semaines, même si on reste quand même sur des chiffres encore assez hauts. Et là, on note depuis 3 jours une petite stabilisation de ces chiffres, ça ne descend plus et ça reste sur ce plateau un petit peu élevé.
en Ile-de-France, on a 85% des PCR qui sont criblés. Donc, c'est la petite manipulation que font les laboratoires pour pouvoir avoir un séquençage sur ces variants. Et aujourd'hui, on est à 67,5% de variants britanniques. Donc là, on est sur une stabilisation. Et on est à 11% de variants brésiliens ou sud-africains. Et pour le coup, là, ça monte depuis plusieurs semaines. Depuis la fin du mois d'avril et toutes les semaines de mai, en moyenne, au niveau régional, on va recevoir à peu près 600 000 doses donc de façon hebdomadaire pour pouvoir vacciner la population. Pour les Yvelines, on a toujours nos 17 centres de vaccination. Ils sont ouverts tout ce week-end de l'Ascension, puisque vous savez qu'il y a l'opération Tous sur le pont. Donc, tout le monde joue le jeu, a ouvert des créneaux spécifiques. On a également ouvert 2 centres de vaccination éphémères ces 4 jours-là du week-end de l'Ascension à Magnanville et à Vernouillet. Lundi 17 mai, on ouvre un nouveau centre pérenne à Bonnières-sur-Seine, donc pour l'intercommunalité des Portes d'Île-de-France, qui est la seule interco qui n'avait pas encore son centre. Le 25 mai, on va également ouvrir un nouveau centre au Chesnay. Et en quelques chiffres, à mercredi, parce que là, j'ai pas encore les chiffres stabilisés, on était à plus de 485 000 vaccinations dans les Yvelines, tout cumulé, injections 1 et 2, plus de 341 000 vaccinations en primo et plus de 141 secondes injections. Et plus de 100 000 vaccinations uniquement sur le vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Le 7-8 week-end se poursuit sur TV78 avec maintenant notre sélection loisirs pour les prochains jours. Avant de commencer à retrouver un début de vie normale, il va falloir encore faire preuve d'un peu de patience. Célia Gatsongo va nous en dire plus. Cette semaine, nous allons déambuler dans le parc du château de Breteuil. C'est une nouveauté. Des visites guidées sont proposées en extérieur pour découvrir l'architecture des bâtiments et des jardins. Des images de Grégory Canalé. On va faire le tour du château. On passera devant les communs, mais on n'entrera pas dedans. Par contre, vous pourrez après y rentrer. On passera également dans le jardin, entre autres le jardin des Princes. C'est une balade d'1 heure en plein air. Le château de Breteuil à Choiseul propose une visite guidée tous les samedis et dimanches à 14h30 et 15h30. Une nouveauté pour le château qui doit s'adapter avec la crise sanitaire. Les visites intérieures n'étant pas possibles en attendant le 19 mai, maintenant on est content, on a une date. Mais auparavant on ne savait pas trop quand on allait pouvoir ouvrir l'intérieur du château. Et bien en attendant, cette visite en extérieur pouvait combler un manque de culture de la part de nombreux de nos visiteurs. Ce jour-là, ils étaient 2 visiteurs à découvrir l'évolution architecturale du château de Breteuil, mais aussi de ses jardins. Vers 1900, il y avait des fleurs à couper pour le château, pour Paris, mais maintenant, c'est plutôt des fleurs pour les visiteurs, pour qu'ils puissent les voir. De l'époque moyenâgeuse jusqu'à la belle époque, les visiteurs peuvent apprendre durant cette visite les différents styles et goûts des habitants du domaine qui se sont succédés. Qu'est-ce qu'on a appris ? L'historique des propriétaires. Moi, j'aime bien savoir comme ça l'historique, comment c'est arrivé comme ça, comment le bâtiment a évolué, d'une ferme fortifiée à ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, tout ce qui est historique, architectural, ça j'aime bien. Autre événement à venir au château de Breteuil, une représentation de la pièce Le Théâtre des Contes par la troupe du Crâne, dimanche 30 mai à 15h30 et 17h30. Des galets cachés à Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux ou encore Guyancourt. Une famille ignimontaine s'est amusée pendant le confinement à colorier des galets et les cacher dans des lieux saint-quentinois. Le but du jeu, les retrouver et les cacher de nouveau, regardez. Des mandalas, des étoiles ou encore des arcs-en-ciel, cette famille ignimontaine s'amuse à colorier des galets puis à les cacher dans des endroits à Saint-Quentin en Yvelines. Le galet voyageur se fait déjà dans plusieurs régions. Le but du jeu, une fois que l'on a trouvé un galet, il faut le cacher à nouveau pour qu'il voyage le plus loin possible. C'est amusant, ça passe le temps et on peut s'attendre à ce que les gens ils rigolent, ils s'amusent en le faisant. On a fait des arcs-en-ciel, des bonhommes, on a fait des cocktails aussi et on a fait des mandalas, on a fait plein de trucs en fait, on fait un peu de tout.
Plus de 90 galets ont été cachés à Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux et Élancourt. Le littoral n'a pas été dénaturé. Elles ont acheté les galets dans un magasin de bricolage. D'autres régions font dans des coquilles d'huîtres vides. Certaines prennent des cailloux, tout simplement. Le galet nous a semblé plus joli et plus facile aussi pour dessiner parce qu'il y a un petit peu moins d'aspérité. Pour l'instant, une dizaine de galets ont été retrouvés et se promènent dans les Yvelines, mais la famille Igny-Montaine compte aller plus loin. On a prévu pendant les grandes vacances d'en emmener en Bretagne, dans les Landes, enfin là où on ira quand on sera autorisé à bouger un peu plus loin. Et on incite tout le monde à le faire aussi pour que ça se promène partout. En attendant les vacances d'été, Delphine et ses filles ont prévu de cacher des galets à Magny-les-Hameaux, Plaisir et Bois d'Arcy, alors ouvrez l'œil. Événement sur 3 jours à Maurepas, Médécer se fera exceptionnellement cette année 100% en ligne du 14 au 16 mai. L'accueil du public au cerf municipal n'est pas envisageable en raison du contexte sanitaire. Lucia Berni, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes conseillère municipale déléguée à l'embellissement de la ville à Maurepas. Le Médécer a pour but de mettre à l'honneur les services des espaces verts de la ville. Alors cette année, contexte particulier, comment vous allez organiser l'événement en visio ? Tout à fait. Donc cette année, c'est un événement un peu différent des autres années, puisque nous avons souhaité un Médécer à 100% virtuel. Ainsi, M. Aubert et le responsable des espaces verts, ainsi que son équipe, vous donnent rendez-vous sur le site de la ville du 14 au 16 mai pour découvrir des vidéos qui mettent à l'honneur le travail des jardiniers, mais surtout, c'est des ateliers d'empotage et une visite guidée des serres municipales. Donc, c'est des vidéos qui sont à découvrir sur notre site, sur la page Facebook également et Instagram. Nous avons également souhaité une distribution de plantes dans les écoles, puisque Médécer, c'est un événement qui est ouvert aussi pour les écoliers, mais malheureusement, comme ils ne peuvent pas venir cette année visiter les serres municipales, c'est nous qui allons nous déplacer dans les écoles. Et donc voilà, c'est une autre démarche. Et qui va animer les tutoriels de jardinage du coup ? Donc, les tutoriels seront animés par M. Aubert, qui est le responsable des espaces verts, ainsi que par son équipe. Donc, c'est des jardiniers qui travaillent tous les jours pour embellir la ville. Et donc, ça va prendre une autre ampleur. Donc, pour une fois, ils vont devenir acteurs. Ils vont se mettre en scène pour des petites vidéos. Et est-ce qu'il y a un thème cette année particulier ? Alors, donc le thème cette année, c'est pas vraiment un thème particulier parce que le but c'est de mettre en avant le développement durable, de mettre en avant également le travail qui est fourni tout au long de l'année. Donc voilà, ça serait vraiment autour de ces points importants pour notre ville. Habituellement, il y a des conférences qui sont organisées. Est-ce que ce sera le cas aussi cette année en visio ? Alors, donc il y aura une conférence qui sera organisée par l'association AFPAM, donc qui s'occupe des ruches qui sont situées sur la ville de Maurepas. Donc, ça serait pareil, des vidéos, des petites informations pour les habitants de la ville, comment reconnaître les abeilles, comment faire attention. Voilà, donc c'est principalement des vidéos dans ce sens. Et les animations donc, sont destinées à quelle sorte de public ? Est-ce qu'on doit avoir la main verte pour pouvoir participer à Médécer ? Alors, donc les animations, elles sont ouvertes pour tout le public, donc il n'y a pas d'âge pour les animations. Et les agents des espaces verts, ils se tiennent à la disposition des habitants, des enfants, du public qui a la main verte, qui n'a pas la main verte, pour les accueillir et pour les renseigner et pour les aider dans les démarches. Donc, c'est un événement qui est ouvert à tout le monde. Donc, j'invite tous les habitants et les amoureux de la nature d'aller sur le site de la ville et de découvrir ces vidéos et surtout ne pas hésiter à encourager les jardiniers parce qu'ils font un travail remarquable tout au long de l'année.
C'est un travail d'ailleurs que je voulais souligner qui a été récompensé l'année dernière par l'obtention de la 3e fleur pour la ville de Maurepas au concours de Ville et Village Fleuris. Donc voilà, c'est d'autant plus important. Et c'est important justement de maintenir cet événement quand même en visio, puisque d'habitude ça se fait au CERN municipal. Exactement, c'est un événement qui est très important puisque sur un week-end, nous accueillons en moyenne 3500 personnes et 900 écoliers le jeudi et le vendredi. Donc voilà, autant dire que c'est un événement incontournable des manifestations de la ville de Maurepas. Merci Lucia Berni d'avoir été notre invitée. Merci à vous pour l'invitation. Et pour finir cette page loisirs, je vous propose une idée de sortie pour ce week-end, en partant à la découverte du quartier de la Clairière de Rambouillet, mais de façon insolite. Dimanche 16 mai à 15h30, le Palais du Roi de Rome vous propose une visite de ce quartier muni de quelques Playmobil et d'un téléphone. La balade durera 1h30, le tarif est de 6 € par adulte et gratuit pour les moins de 18 ans. Et l'émission continue avec Wilfried pour parler de l'actualité. Merci Célia pour ces différents rendez-vous. Nous revenons à présent comme chaque semaine sur les faits marquants de l'actualité des derniers jours. Résumé, 78 secondes pour l'actualité des Yvelines avec Mélanie Poquet. Une élection municipale partielle à Chevreuse. Le dimanche 9 mai, les habitants étaient appelés aux urnes pour élire leur maire après l'annulation du scrutin de 2020. C'est Annéry-le-Palais qui l'emporte avec près de 62% des voix. Plus d'ateliers philosophiques en école primaire. Nadia Hay a signé une convention avec l'association Sèvres. La ministre déléguée en charge de la ville était pour l'occasion en déplacement dans plusieurs établissements trappistes. À la réserve naturelle de Saint-Quentin en Yvelines, on observe les oiseaux et on les protège depuis 35 ans. Près de 230 espèces ont été recensées. Le site s'est agrandi pour devenir la réserve naturelle des étangs et rigoles d'Yvelines. Elle en rêvait, Rêve de Senior et le zoo de Thoiry l'ont aidé à le rendre réel. Marie, 70 ans, habitante du Tremblay-sur-Mauldre, a fait la connaissance de Yéba, Abo, Tambo et Wazungu, les 4 gorilles du parc. Les services de réanimation des hôpitaux et cliniques franciliens se sont vus dotés de 500 lits modulaires, une enveloppe de 10 millions d'euros financée par la région Île-de-France à partir de fonds européens. Plus que quelques jours à patienter avant de rouvrir, les commerces, restaurants et bars se préparent à la reprise de leur activité avec la mise en place d'un protocole sanitaire. Le centre commercial Westfield Vélizy 2 a notamment installé des capteurs de CO2. L'actualité de cette semaine également marquée par le décès de Michel Fourniret, le tueur en série, est donc mort le 10 mai dernier à la Salpêtrière à Paris, à l'âge de 79 ans, et on le sait assez peu, mais il avait un lien assez étroit avec les Yvelines. Patrice, bonjour. Bonjour. Vous allez nous en parler justement. Oui, d'abord, il a vécu dans les Yvelines pendant une quinzaine d'années, à peu près entre 66 et le début des années 80. 66, c'est juste après son retour, pratiquement juste après son retour de la guerre d'Algérie. Et certains disent que la guerre d'Algérie, c'est très important dans sa carrière criminelle. C'est peut-être là qu'il a commencé à côtoyer la mort. Alors, qu'est-ce qu'il faisait dans les Yvelines? On ne sait pas très bien. En tout cas, il n'est pas employé dans une entreprise. Il est à son compte. Il fabrique, il paraît que c'était un génie de la mécanique, disent beaucoup de gens qui l'ont connu. Et là, il fabriquait des bandes cordonniers, c'est-à-dire des machines, outils qui permettaient de fabriquer des chaussures, notamment. Ces premières années, il n'a pas été inquiété par la police. Non, il a eu une première condamnation quand même pour agression sexuelle en 66, mais après, il se tient calme puisqu'il ne va pas être inquiété jusqu'en 83. Il a déjà quitté les Yvelines en 83. Alors là, il est arrêté. Il va être condamné. Alors, il va faire 4 ans de préventive, ce qui est quand même beaucoup. Il va être condamné en 87 par la cour d'assises de l'Essonne à 7 ans de prison. Il va être libéré très peu de temps après le jugement, puisqu'il avait déjà fait 4 ans de préventive. Mais c'est assez important, cette condamnation. C'est un tournant, cette incarcération à Fleury-Mérogis. Absolument. Il y a 2 raisons pour lesquelles c'est important. Parce que c'est à Fleury-Mérogis qu'il va rencontrer sa compagne, Monique Olivier. Il passe une annonce dans le Pèlerin en disant, enfin une annonce classique, condamné cherche quelqu'un pour rompre un peu sa solitude. Et Monique Olivier va le rencontrer. Elle va devenir sa femme. Elle va surtout devenir sa complice, parce que c'est elle qui fait le guet, c'est elle qui traque les victimes, c'est elle qui les aide à le cacher. Et probablement que sans
sans Monique Olivier, la carrière criminelle de Fourniret n'aurait pas été la même. Donc ça, c'est le premier élément important. Deuxième élément important qui va nous ramener d'ailleurs dans les Yvelines, c'est qu'il rencontre pendant sa détention, il est avec un autre détenu qui s'appelle Elgouarch, qu'on surnommé le Breton, qui est un braqueur, un vrai braqueur, qui est aussi un militant politique puisqu'il était proche d'Action Directe à qui il a fourni des armes. Et Elgouarch sympathise avec Fourniret, qui n'est pas du tout à l'époque le monstre cynique, sadique, puisqu'il paraît qu'Elgouarch l'appelle mon toutou, donc il faut vous dire que c'est pas un dominant. Et Elgouarch lui dit, voilà, moi, il y a un trésor qui se trouve quelque part dans un cimetière du Val d'Oise, comme tu vas te libérer avant moi, vas-y avec ma compagne, qui s'appelle Farida Amish, et puis récupère ce trésor. Et ça ne se passe pas comme prévu. Passe pas tout à fait comme prévu, c'est-à-dire s'il va bien aller voir Farida Amish, la compagne du Breton, là, de Elgouarch, il va bien dans le cimetière récupérer le trésor, mais après, au lieu de le partager, il aurait dû en prendre peut-être une petite part, puisqu'elle était une sorte d'homme de main pour récupérer ça, il l'entraîne dans un endroit qu'il connaît bien, puisqu'il a habité Rambouillet, c'est la forêt, le bois de Clairefontaine, et là, il étrangle Farida Amish et il récupère pour lui tout seul tout le trésor. Et c'est d'ailleurs le seul crime qu'officiellement il va regretter. Il a dit j'aurais pas dû, parce que finalement j'avais beaucoup d'admiration pour son compagnon. Bon, on peut faire autre chose quand on admire les gens, hein, mais il a d'ailleurs été condamné. C'est sa dernière comparution devant une cour d'assises en 2018 par la cour d'assises de Versailles à la perpétuité pour ce meurtre. Monique Olivier a 20 ans pour sa complicité. Et il était défendu par un jeune avocat versaillais qui s'appelle Grégory Vavasseur, qui était commis d'office. Concernant le lien entre Fourniret et le département des Yvelines, il y a cette affaire très médiatique aussi, et puis il y en a d'autres aussi, hein, où il est encore mentionné. Oui, alors il y a une disparition qui a eu lieu à Magny-les-Hameaux dans les années 2003. Alors là, bon, on ne sait pas, parce que c'est vrai que dès qu'il y a une disparition, le nom de Fourniret ressurgit. Il n'y a pas eu de véritable lien sur cette affaire. Alors il y a encore une autre affaire, un peu plus étonnante celle-ci, on en a parlé un petit peu moins pourtant. On n'en a pas parlé, ça je suis très surpris qu'on n'en ait pas parlé plus. C'est que dans une lettre de 2004, adressée à son fils, Fourniret revendique l'assassinat du ministre Robert Boulin. Alors il faut peut-être rappeler déjà qui était Robert Boulin, c'était il y a quelques années. Hein. Voilà, alors pour les plus jeunes, on est en 1979, Robert Boulin est ministre du Travail de Giscard d'Estaing. C'est un homme politique important, un gaulliste historique, mais qui travaille avec Giscard, ce qui ne plaît pas tellement au clan des Chiraciens. Il est ministre du Travail. On parle de lui d'ailleurs pour devenir Premier ministre à la place de Raymond Barre, qui est pas très populaire à ce moment-là. Et puis il est embourbé dans une affaire d'escroquerie d'un terrain qu'il a acheté à Ramatuelle, où il s'est fait escroquer par un agent immobilier un peu escroc. Et le 30 octobre 1979, au matin, on découvre le corps de Robert Boulin dans les tons rompus de la forêt de Rambouillet. Alors, immense scandale de la Ve République. Dès qu'on découvre le corps, d'ailleurs, on accuse tout de suite la presse, notamment le Canard enchaîné, d'avoir fait des révélations. Oui, c'est la presse qui a tué Robert Boulin. Pas de chance, au bout d'un jour, on retrouve une autre lettre dans laquelle Robert Boulin lui accuse plutôt le ministre de la Justice, Alain Peyrefitte, de ne pas l'avoir soutenu. Donc c'est une affaire politique. Et puis, il y a quand même des doutes. L'affaire est menée d'ailleurs très très mal menée, l'enquête est très mal faite. Probablement volontairement mal faite, on conclut très vite au suicide. La famille de Robert Boulin n'a jamais cru au suicide, a toujours pensé que c'était un assassinat pour des raisons psychologiques et pour des raisons physiques, c'est-à-dire qu'il serait noyé tout seul dans 10 cm d'eau, ce qui est peu... Il y a eu des reconstitutions encore récemment et il n'y avait pas de boue suffisamment pour pouvoir être rentré dans l'eau. Il a des échymoses plein de visages, alors il faudrait qu'il se soit blessé lui-même. Alors... S'il a été tué, on a en effet des pistes pour savoir qui pourraient être les commanditaires. Est-ce que c'était... Alors certains disent que ça peut être politique, ce serait assez étonnant, mais ça peut être en effet suite à cette escroquerie. Mais on n'a jamais au fond réfléchi à qui est passé à l'acte, enfin, qui ont été les tueurs. Alors, est-ce que Fourniret aurait fait partie... On a parlé beaucoup des barbouzes, parce que les barbouzes sont intervenus. Les barbouzes, vous savez, c'était ces services de sécurité qui étaient souvent d'anciens truands, qui étaient employés pour lutter contre l'OAS, qui voulait le maintien de l'Algérie française. Et il est possible qu'après son retour de la guerre d'Algérie,
Fourniret ait été plus ou moins à Barbouze. De là à penser, il habitait Rambouillet. Qu'il était pour quelque chose dans cet assassinat. En tout cas, c'est très étonnant que personne n'ait été fouillé après la lettre de Fourniret. Mais normalement, cette affaire-là devrait jamais être résolue. On ne saura jamais si Fourniret ou non a été l'assassin de l'ancien ministre. Il y a encore beaucoup d'affaires non élucidées. Merci Patrice pour ces différentes précisions. C'est la fin de cette édition du 7-8 Week-end. Les programmes se poursuivent sur TV78. À très bientôt.